Bonjour les amis et bienvenue dans mon live du dimanche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui comme tous les dimanches, donc matin pour moi et dimanche soir pour la France. Et pour répondre à vos questions en direct. Donc les questions que vous m'avez envoyées cette semaine bien sûr, mais aussi les questions que vous pouvez me poser pendant ce direct. Et donc n'hésitez pas surtout à échanger avec moi pendant toute la durée de ce live. Donc petite présentation, bon, je pense que vous êtes nombreux déjà à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment, mais pour les nouveaux, je suis donc coach sportif depuis 2010. J'ai été formée en France, j'ai fait STAPS, donc j'ai fait une université sciences du sport, j'ai une licence de préparateur physique, et puis ensuite au fur et à mesure des années, je me suis formée en nutrition santé, et puis sur tout ce qui est aussi sport pré-post-natal, le périnée, la rééducation du plancher pelvien, des abdominaux. Et donc voilà, du coup, mon spectre est assez large. Je m'occupe des hommes et des femmes, mais beaucoup plus de femmes que d'hommes, de par mes spécialités. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je suis à San Francisco depuis 2014, donc c'est pour ça que souvent je vous parle des horaires californiennes, horaires françaises, parce que voilà, chez moi il est 9h de moins qu'en France. Et donc du coup, il y a toujours ce petit décalage, mais ce qui ne m'empêche pas voilà, de communiquer avec vous à travers Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Comme tous les dimanches, je vous offre mon e-book qui regroupe mes principaux conseils sport, nutrition, bien-être. C'est un e-book interactif, là c'est le format, moi je me le suis fait imprimer forcément pour l'avoir sous le nez. Il y a plein de petits exercices à faire dedans, plein de petits conseils. Donc c'est un e-book que vous téléchargez, que vous avez directement sur votre ordinateur, mais que vous pouvez bien sûr imprimer. Et donc, si vous avez envie d'avoir voilà, une idée globale de tous mes conseils, un petit peu ma méthode, de façon rapide, mais avec pas mal de détails, je vous conseille le e-book parce que j'ai essayé vraiment de regrouper un maximum d'informations et en m'inspirant aussi donc, des questions que vous me posez régulièrement pendant ces lives. Sachez que je le mets régulièrement à jour et qu'à partir du moment où vous l'avez acheté une fois, vous recevez gratuitement les mises à jour à chaque fois. Donc voilà pour la présentation, je ferai le tirage au sort à la fin du live pour le e-book. Donc on va commencer avec les questions qui m'ont été envoyées cette semaine et puis bien sûr n'hésitez pas à interagir avec moi. Donc on va commencer une question sur la respiration qui m'a été posée. Donc la respiration c'est un sujet qui revient assez souvent, respiration pendant l'effort, comment respirer. Alors souvent moi dans mes séances j'ai tendance à faire pour ce qui est de la respiration, inspirer pendant les moments où il y a le moins d'intensité et expirer pendant le moment en fait où l'exercice va être le plus difficile entre guillemets. Donc par exemple sur un squat, j'inspire à la descente, j'expire quand je remonte. Alors, vous pouvez faire ça dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas faux de faire l'inverse. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous expirez, vous avez la pression abdominale qui diminue et donc du coup, vous allez être plus à même d'arriver à bien engager vos abdominaux et bien contracter vos muscles profonds des abdominaux. Donc c'est pour ça que ça va être plus intéressant si vous travaillez surtout avec des charges lourdes ou des poids, de vraiment faire attention d'expirer pendant l'effort. Maintenant, si vous travaillez au poids du corps avec des pressions qui sont tenable entre guillemets, il n'y a pas une énorme pression intra-abdominale, c'est pas grave d'inspirer pendant que le mouvement est le moins sollicitant et d'expirer du coup quand vous relâchez entre guillemets. Donc n'hésitez pas voilà, à vous entraîner à faire ça, c'est pas naturel. Alors naturellement en fait on fait l'inverse, naturellement on va avoir tendance à bloquer un peu sa respiration pendant l'effort, donc on fait un effort, on est là genre le bloc, je me mets en apnée et quand l'effort est fini, je relâche. Et donc ça c'est ce qu'on va avoir tendance à faire naturellement, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour vos abdominaux parce que quand vous êtes en apnée à l'effort, vous créez énormément de pression intra-abdominale qui va avoir tendance à venir pousser sur le plancher pelvien et sur les abdominaux, donc vous allez avoir tendance à si vous avez cette partie du corps qui est un petit peu faible entre guillemets, puisque ce sont des muscles, les muscles du plancher pelvien, le périnée c'est des muscles, pareil pour les abdominaux, donc effectivement si vous n'avez pas une bonne qualité d'abdominaux ou pas une bonne qualité de tonicité au niveau du plancher pelvien et que vous faites des exercices de force en apnée, vous avez tendance à pousser en même temps que vous faites un exercice, donc voilà, vous soulevez quelque chose de très lourd, vous êtes en apnée, vous avez tendance à pousser, à ne pas engager vos muscles profonds, votre plancher pelvien. Là, vous pouvez vous endommager, voilà, soit avoir des problèmes d'hernie ou alors venir appuyer sur le plancher pelvien et si vous êtes déjà un petit peu faible à ce niveau-là, avoir des fuites urinaires.
Donc, je vais vous recommander, j'inspire plutôt quand le mouvement est un petit peu plus facile. Donc, soit quand vous êtes sur le repos, vous inspirez, ou alors vous inspirez sur la partie facile du mouvement et vous prenez l'habitude d'expirer quand vous êtes en train de faire l'effort. Donc, je souffle pour ne pas faire d'apnée, surtout pas faire d'apnée. Si vous faites dans l'autre sens, encore une fois, c'est pas grave. Tant que vous ne soulevez pas du lourd, c'est pas gênant. Le plus grave, c'est de faire de l'apnée. Donc, à partir du moment où vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, même si c'est pas synchronisé, en soi, tant qu'il n'y a pas des charges lourdes, c'est complètement ok. S'il y a des charges lourdes, il faut faire un peu plus attention à sa respiration, mais tant qu'il n'y a pas de charges lourdes, ne faites pas d'apnée, gardez ça en tête, c'est ça le plus important. Donc voilà pour ce qui est de la respiration. Ensuite, on m'avait posé la question, la respiration selon les efforts. C'est vrai que ça ne va pas être la même chose, une séance de musculation avec un effort où vous soulevez une charge sur un moment très court que par exemple une sortie de footing. Ou alors des exercices très cardio, où là le cœur va monter très très haut. Donc souvent, quand on fait des exercices très cardio, qu'on commence un petit peu à être un petit peu court en termes de respiration, d'être très essoufflé, d'avoir du mal à tenir une conversation ou pas être capable de parler parce que l'effort est assez intense, on va souvent avoir, le défaut que je vois souvent, c'est de trop inspirer, donc de vraiment beaucoup inspirer parce qu'on commence à sentir qu'on manque d'air, donc on inspire, et puis on oublie d'expirer. Et donc en fait, le problème c'est qu'on ne va pas renouveler l'air parce qu'on est tout le temps en train d'inspirer par-dessus, d'inspirer, donc ça monte, et en fait on ne vient jamais complètement expirer, donc on ne vidange pas vraiment, on ne vient pas décharger toute l'air qui n'est plus chargé en oxygène, mais donc, du coup qui est plutôt chargé en dioxyde de carbone, et on reste un peu avec cet air-là qui du coup apporte beaucoup moins d'oxygène aux muscles et qui du coup permet pas de redonner de l'oxygène à vos muscles. Donc faites bien attention quand vous commencez à faire un exercice où vous sentez que vous commencez à être un peu essoufflé, la température commence à monter, le souffle commence à être un peu court, faites bien attention d'expirer. Pensez à ça. Pensez pas à inspirer. L'action d'inspirer, elle est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expirez, l'inspiration, elle se fait automatiquement. Par contre, l'expiration n'est pas forcément automatique. Donc, on va avoir tendance à inspirer facilement, mais jamais expirer profondément. Donc, faites bien attention quand ça commence à être un petit peu chaud, que vous commencez à être un petit peu court au niveau de la respiration, d'expirer. Faites bien attention à ça. Attention aussi à ne pas inspirer trop fort. Souvent, je vois aussi ça très souvent dans mes séances où à l'effort, quand ça commence à être dur, on commence à vraiment y aller de façon plus forte, sauf qu'on s'hyperventile et on va avoir la tête qui commence à tourner, à commencer à avoir des étoiles et tout, parce qu'en fait on prend beaucoup trop d'oxygène. Donc attention de ne pas prendre trop d'oxygène à l'intérieur. Donc on inspire plutôt par le nez, pas trop longtemps, et on expire par la bouche un peu plus fort, de façon à être sûr de se décharger de l'oxygène qui est utilisé et de reprendre un oxygène frais qui va pouvoir du coup apporter l'oxygène à vos muscles. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour la respiration. Je vois que j'ai des petites questions. Quand on marche rapide, comment on fait pour gainer aussi? Alors ça, c'est un entraînement, que ce soit marche rapide, marche nordique ou course à pied aussi. C'est vrai que c'est important de toujours travailler sur l'autograndissement et d'engager au niveau de vos abdominaux, au niveau de votre sangle abdominale. Donc cherchez l'autograndissement pour aligner le transverse et avoir du coup un bon engagement de vos muscles posturaux. Et donc pour cela, c'est vrai que c'est bien d'engager un petit peu au niveau du transverse. Et donc quand on n'a pas l'habitude, quand on engage au niveau du transverse, on va avoir tendance à se mettre en apnée. Parce qu'on a du mal à faire les deux en même temps. Donc au début, entraînez-vous de les faire dissocier. Entraînez-vous à bien respirer tranquillement. Voilà, respirez à l'effort. Et en parallèle, entraînez-vous à engager le transverse, relâcher, etc. Et après, vous essayez de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, j'inspire, je relâche, mais je garde mon transverse bien engagé, je garde ma posture. Et en fait, c'est une pratique, il faut s'entraîner. Et puis, plus vous allez pratiquer l'engagement des abdominaux profonds en même temps, et votre posture, ça va ensemble, en même temps que vous faites votre respiration, plus ça va devenir naturel. Et du coup, vous aurez de plus en plus de facilité à le faire, à l'effort, etc. Dites-vous pas, ça va être facile tout de suite, je vais y arriver. D'accord? Donc, ça demande un petit peu d'entraînement, un petit peu de pratique. Ça
c'est pas compliqué non plus, mais c'est pas naturel. Donc ne vous frustrez pas, ne vous découragez pas si ça vient pas tout de suite, c'est juste que ça demande un petit peu de pratique. Donc voilà, vous inquiétez pas, pratiquez tranquillement et puis ça va petit à petit, ça va venir. Et l'eau, être toute rouge, signifie qu'on a une mauvaise circulation du sang? Non. Non, c'est même quand on transpire beaucoup et qu'on a tendance à être très rouge, c'est plutôt votre thermomètre interne. On a un thermomètre en fait qui régule notre température. Si on transpire énormément, ça veut dire que notre thermomètre interne fait très bien son boulot. Il envoie de l'eau pour refroidir la machine, un peu comme du liquide de refroidissement dans une voiture, j'ai envie de dire. Donc le fait d'avoir des rougeurs et le fait de transpirer beaucoup, c'est pas un signe de mauvaise santé, bien au contraire, c'est plutôt un signe de bonne santé. Moi, je m'inquiète plutôt quand j'ai des clients qui ne transpirent jamais à l'effort, où là, je me dis, tiens, et puis en général, à force de leur faire des exercices différents, etc., ils vont avoir tendance à transpirer de plus en plus, ce qui est plutôt sain de transpirer. Donc voilà. En fait, il faut serrer les abdos et continuer à respirer. Exactement, il ne faut jamais se mettre en apnée quand on serre les abdominaux. Ouais, exactement. Si jamais vous arrivez en retard, vous inquiétez pas, c'est toujours disponible en replay. Je le mets toujours après à la demande si jamais vous n'avez pas. Moi, je ne transpire pas. Voilà, ça arrive souvent chez les personnes de ne pas transpirer. Alors, après, ça dépend aussi de l'intensité de vos efforts. Si vous faites des efforts à basse intensité, c'est normal aussi de ne pas transpirer. Par contre, quand vous faites des efforts à haute intensité, normalement, le corps doit transpirer. Alors, si vous ne transpirez pas, voilà, ça peut être que vous n'êtes pas encore, votre corps n'est pas encore habitué, etc. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé de commencer à travailler avec des clientes qui avaient 40 ans passés en début de suivi et qui me disaient de toute façon, moi, Alexia, je ne transpire jamais. Et puis en fait, au bout de quelques mois, à faire des exercices à différentes intensités, des exercices plutôt d'endurance, des exercices d'intensité élevée plutôt cardio et des exercices de renforcement musculaire et en augmentant le métabolisme de la personne, en fait, au bout de quelques mois, elle disait bon je transpire, c'est bon, genre il n'y a plus de doute, je transpire, voilà. Mais ça a mis un peu de temps à se remettre en place. Donc si vous êtes tout rouge et si vous transpirez beaucoup, c'est plutôt bon signe. Et je pense pas que ce soit un signe de mauvaise santé. Quand vous faites les séances live avec moi dans le studio, vous voyez très bien, je finis, je suis trempée. Et je suis souvent aussi rouge que mes haltères qui sont bien rouges. Donc voilà, moi aussi je suis tout le temps rouge. Et ça a toujours été le cas. Même quand j'étais athlète plus jeune, voilà, quand je faisais de la compétition, dès que je faisais des efforts, j'ai tendance à beaucoup transpirer, à être très rouge. Voilà, c'est pas du tout un signe de mauvaise santé. C'est plutôt, je trouve, sain de transpirer. Et les rougeurs, ça dépend vraiment de votre peau. Et donc, du coup, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais voilà, faut pas en avoir honte, c'est ok. Enfin, voilà, vous faites de l'effort, vous faites du bien. Et c'est pas grave d'être toute rouge. Voilà, il n'y a pas de souci. Je fais du sport tous les jours. Alors après, ça peut dépendre aussi des activités sportives qu'on fait. C'est vrai que le renforcement musculaire et la marche ne va pas forcément faire transpirer. Donc, ça dépend. Après, ça va plutôt être des choses à haute intensité. Et puis après, ça dépend aussi du métabolisme. Plus vous avez un métabolisme qui est élevé, parce que justement, vous avez une masse musculaire qui est plus importante, plus quand vous faites un effort, vous brûlez plus d'énergie, forcément. Donc, votre machine, elle se met en route et elle a besoin de se refroidir à un moment. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on crée la transpiration. Sur un métabolisme très bas, quand on a un métabolisme qui est assez bas, en général, on transpire beaucoup moins. Et c'est le fait de booster un peu votre métabolisme qui fait qu'on va transpirer un peu plus. Quel exercice pour le périnée pour éviter les fuites urinaires? Très bonne question. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je pourrais la remettre en story, sur vraiment l'engagement du périnée. Je pourrais vous refaire une vidéo entière sur le sujet. J'ai un programme 6 semaines d'ailleurs, abdominaux profonds et rééducation du périnée qui est disponible en ligne. Donc je pourrais vous refaire un petit topo là-dessus et vous repartager les informations. Donc j'ai les deux. J'ai des vidéos d'explications gratuites en story dans mes IGTV sur Instagram et j'ai un programme payant de 6 semaines qui permet rééducation complète du périnée et des abdominaux profonds par des exercices de respiration justement, puisque le diaphragme et le périnée travaillent en synergie avec le transverse entre les deux, donc c'est important de faire travailler tout ensemble. Combien de jours de repos par semaine pour que les muscles aient le temps de se remettre? Ça dépend de l'intensité de ta séance. Si tu fais une séance qui va être très intense, tu vas avoir beaucoup de courbatures, tu vas casser de la fibre musculaire du coup, parce que tu fais beaucoup d'impact,
des choses assez intenses, tu vas plutôt avoir tendance à être très courbaturé et dans ce cas-là, les muscles vont avoir besoin de repos. Ça dépend des courbatures. En général, s'il y a beaucoup de courbatures, il vaut mieux attendre 72 heures. S'il n'y a pas beaucoup de courbatures, ça peut être 48 heures. Et puis si vous faites des séances avec peu de courbatures et au final vous variez bien vos séances, c'est-à-dire que un coup vous faites plutôt travail, du coup admettons une grosse séance jambes et puis le lendemain vous avez pas mal de courbatures aux jambes mais du coup vous dites bon bah là je vais me faire une grosse séance de bras, donc vous pouvez la faire le lendemain en fait, vu que vous ne travaillez pas les mêmes muscles, c'est pas gênant. Et puis après vous dire bon bah voilà le jour d'après je me fais une séance plutôt axée respiration profonde, abdominaux profonds. Et donc là, c'est pareil, vous n'allez pas travailler ni les bras ni les jambes ou très peu, donc vous pouvez aussi vous permettre de faire ça. Ou alors, si vous avez beaucoup de courbatures et que vous décidez de faire de la marche, ça fonctionne aussi. Ce qui ne va pas fonctionner, ça va être de faire de faire une séance très intense, d'avoir beaucoup de courbatures et de refaire une séance très intense, ou alors de faire une séance d'étirement profond sur des courbatures, qui ne va pas être conseillé non plus. D'ailleurs, ça me fait revenir sur une question qu'on m'avait aussi posée pour aujourd'hui, qui était sur le sujet des étirements, puisque je vous avais fait un petit post cette semaine, justement sur les étirements. Et on m'avait demandé combien de temps je dois m'étirer après un hit de 30 minutes, ou combien de temps je m'étire de toute façon après une séance. Donc encore une fois, exactement comme ce que je viens de vous donner, ça va dépendre vraiment du temps de la séance et de l'intensité de la séance. Enfin non, pas du temps, de l'intensité, pardon. Ça va dépendre de l'intensité de la séance. Donc, si vous faites une séance très intense, que vous avez fait des sauts, ou alors vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, et que vous savez que vous allez avoir des courbatures, on évite à la fin de faire des étirements trop appuyés, trop prolongés. C'est-à-dire qu'on peut s'étirer un petit peu. Donc on va attraper la jambe, étirer un petit peu la cuisse, faire un petit peu de mobilité pendant 5-10 minutes, sans chercher à étirer à fond, faire un grand écart, voilà, sans chercher à travailler votre souplesse, mais juste mobiliser les muscles à la fin de la séance, travailler un peu sur votre amplitude articulaire, des choses comme ça. Ce qui va permettre de relâcher un peu les muscles, de relâcher les articulations après qu'elles aient travaillé. Donc ça va vous faire du bien. Mais attention du coup de ne pas faire des choses trop intensives en termes d'étirement après une séance intensive en termes d'explosivité. Tout simplement parce que quand vous étirez, quand vous faites des mouvements explosifs, vous allez avoir tendance à endommager votre muscle. Donc vous allez avoir des petites lésions musculaires sur votre muscle parce que vous avez beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup d'impact, etc. Donc vous avez plein de petites micro-lésions. Ces micro-lésions en soi, elles ne sont pas graves du tout puisque quand votre muscle va réparer ces micro-lésions, il va réparer le muscle plus fort qu'il n'était avant. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, vous cassez un peu de la fibre musculaire, mais elle se répare plus forte. Et donc du coup, c'est comme ça que vous progressez et que vous augmentez un petit peu la qualité de votre fibre musculaire. Donc bien sûr, il faut bien s'hydrater, manger suffisamment de protéines pour avoir les acides aminés qui vont aider justement la récupération du muscle, etc. Ça ne se fait pas tout seul, il faut aussi aider un peu votre corps. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc en soi, ces micro-lésions, elles ne sont pas problématiques. Le problème, c'est que si vous avez ces micro-lésions et que par-dessus, vous venez faire des assouplissements, des étirements très intenses, vous pouvez augmenter un peu ces micro-lésions et à terme, si vous n'avez pas une bonne qualité de récupération, donc mauvais repos, mauvais sommeil, mauvaise hydratation, mauvaise alimentation, et qu'en plus de ça, vous laissez pas suffisamment de repos entre vos séances et que toutes les séances sont assez intenses, là vous pouvez aller à la blessure. Parce que du coup, votre muscle, il n'a pas ce dont il a besoin pour récupérer, il ne se remet pas, entre chaque séance, il n'a pas le temps de se remettre, vous ne laissez pas suffisamment de repos, vous étirez trop fort ou pas au bon moment, et donc là, du coup, ça ne va pas fonctionner. Les étirements sont essentiels pour avoir une bonne qualité musculaire. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étirer. Je dis qu'il ne faut pas étirer quand vous êtes très courbaturé. Par contre, quand vous n'êtes pas courbaturé, il faut étirer parce qu'il faut travailler votre souplesse musculaire. Votre muscle, pour qu'il soit en bonne santé, il faut bien sûr qu'il soit tonique, il faut qu'il soit fort et il faut aussi qu'il soit élastique. Et donc pour travailler l'élasticité de votre fibre musculaire, ça passe par des étirements. Donc c'est très important de faire ce travail d'étirement. Donc ça peut être une séance de mobilité à part de 30-45 minutes, ça peut être une séance de yoga de temps en temps, ça peut être... Voilà, vous pouvez introduire des séances comme ça de mobilité, d'étirement, de stretching postural ou de yoga dans votre plan d'entraînement et faire ces séances-là quand vous n'êtes pas courbaturé. Donc plutôt après une marche, une journée de repos par exemple, des choses comme ça.
Donc voilà, mais pensez bien à introduire ces séances-là dans votre plan d'entraînement. Elles sont aussi importantes que les séances de cardio et de musculation. Donc voilà, j'ai des messages comme quoi ça coupe, j'espère que ça coupe pas de mon côté. Alors, je regarde les petits messages que vous m'avez envoyés, voir si j'ai pas loupé des questions. Combien de jours de repos par semaine? Donc ça, c'est à ça que je viens de répondre. Je pense que j'ai aussi répondu du coup à la question combien de stretching après 30 minutes de HIIT. Donc ça dépend de l'intensité. Ça peut être 5 minutes si ça a été assez intense et c'est pas du stretching très dur, ou ça peut être une demi-heure de stretching après une demi-heure de HIIT si le HIIT était à basse intensité en termes d'impact. Vous pouvez faire du cardio sans forcément sauter. Les filles et les hommes qui sont dans mon programme débutant en ce moment, le Easy Start, savent de quoi je parle. Mais donc voilà, ça va dépendre de l'intensité. Alors, je guette pour le périnée. Ouais, je vous donnerai toutes les infos pour le périnée. Je vous partagerai ça à la fin. Le périnée se travaille toujours, même si on a accouché il y a 15 ans. Exactement, très très bonne remarque. Alors, votre périnée, c'est un ensemble de muscles, d'accord? On va prendre l'exemple de vous faites les croisés au ski. Vous faites les croisés au ski, donc opération ou pas opération, peu importe. Vous avez rééducation, kiné, etc., etc. À partir du moment où vous vous êtes fait les croisés, où vous êtes cassé un genou, une cheville, etc., vous avez une sensibilité, une fragilité qui va être présente et qui sera toujours un peu présente. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez récupérer entièrement vos capacités grâce à une bonne rééducation, en remusclant bien, etc., en étant patient. Vous pouvez récupérer complètement vos capacités et donc vous allez toujours avoir cette faiblesse si vous n'entretenez pas votre masse musculaire. Donc typiquement pour les genoux, si je reprends l'exemple des genoux, si vous faites mal aux genoux, vous faites une rééducation chez le kiné. En général, la rééducation chez le kiné va avoir pour but de bien renforcer tous les muscles qui vont entourer votre genou de façon à stabiliser l'articulation et à lui permettre d'être plus solide et bien soutenu. Et à partir de là, si vous conservez une bonne musculature, vous conservez toutes vos capacités physiques. En revanche, si vous arrêtez de faire des exercices de renforcement au niveau des cuisses, des mollets, si vous perdez la masse musculaire qui entoure votre genou, les douleurs au genou vont revenir puisque vos articulations sont soutenues par vos muscles. Donc si vous avez des muscles qui soutiennent bien votre articulation, du coup, vous n'avez pas de douleur. Mais si vous perdez de la masse musculaire autour de vos articulations, vous allez avoir des douleurs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, avec l'âge, le métabolisme diminue, on perd de la musculation et on a des douleurs qui apparaissent partout, articulaires, parce qu'on perd de la masse musculaire. Et donc très important de rester musclé pour maintenir un confort au niveau articulaire. Ceci étant dit, c'est exactement pareil pour le périnée. On est sur des muscles. Si vous avez eu un accouchement par voie basse, le périnée, même si c'est, j'ai envie de dire, même si c'est pas par voie basse, même si vous avez une césarienne, le périnée il est quand même un petit peu endommagé, beaucoup moins forcément que par voie basse, mais voilà, une césarienne ça touche aussi un petit peu à votre périnée. Il ne faut pas croire que parce que vous avez une césarienne, le périnée est intact. Il y a quand même ça abîme quand même un petit peu, même beaucoup moins que par voie basse. Peu importe. Accouchement par voie basse, le périnée qui est très étiré forcément. Ensuite, après votre accouchement par voie basse, vous avez une récupération, vous faites une rééducation du périnée, souvent avec des kinés ou avec des sages-femmes. Et cette rééducation va vous permettre, comme après une blessure au genou, de rééduquer et de retonifier. Et bien c'est exactement pareil que le genou. Si vous ne retravaillez pas votre périnée avec le temps, vous allez reperdre parce qu'il y a une fragilité qui est là. Donc, si vous ne le bossez pas avec le temps, vous allez reperdre de la tonicité au niveau du périnée et vous allez avoir du coup des problèmes de fuite urinaire, éventuellement de descente d'organes. Faites bien attention parce qu'avec la ménopause, on a tendance à perdre pas mal de masse musculaire de façon générale. Et donc du coup, cette perte de masse musculaire peut engendrer du coup une descente d'organes ou du coup des problèmes de fuite urinaire. Donc le périnée, si vous avez accouché il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il faut le travailler. Il faut le travailler régulièrement, soit par des exercices de contraction, de relâchement, surtout pas de stop pipi, j'en parle dans mes vidéos sur le périnée, mais ne faites surtout pas ça, c'est très mauvais. Mais donc il y a plein d'exercices à faire pour rééduquer le plancher pelvien et les abdominaux profonds. Et donc du coup, effectivement, si vous ne le travaillez pas régulièrement, vous allez avec l'âge perdre et donc vous aurez tous les effets négatifs. Donc il faut le rebosser. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je vous repartagerai des infos sur le sujet. Alors, perso, abdos profonds tous les jours en mode pilates, en douceur, surtout après l'opération.
pour une descente d'organes. C'est ce qu'on m'avait conseillé la kiné. Et ben c'est excellent, c'est ça. C'est important du coup de le travailler régulièrement. Ce sont des muscles. Les muscles, il faut les faire bosser. Et donc même titre que tous les autres muscles de votre corps, le périnée doit travailler. Alors, merci beaucoup pour tous les détails. Étirement, des petits pouces en l'air. Donc je pense que les explications vous conviennent. Le périnée est un muscle, ouais, c'est même plusieurs muscles en fait. C'est pour ça que moi souvent je parle de plancher pelvien et pas de périnée, parce qu'en fait c'est pas un muscle, en fait c'est un ensemble de muscles en plusieurs dimensions. C'est un peu comme un mât qui soutient tous les organes en dessous. Et donc en fait c'est plusieurs muscles le plancher pelvien, et donc c'est pas un périnée mais c'est plutôt un ensemble de muscles. Voilà pour le petit chapitre périnée. Et donc d'autres questions. Abdos. Ah oui, quelle est la différence entre les abdominaux et les exercices de ventre plat? Alors, la différence, je vais vous décrire un petit peu les exercices et je vais vous dire pourquoi et comment. Donc, vous avez des abdominaux qu'on va dire classiques, les abdominaux souvent qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos ou qu'on a l'habitude de faire. Donc soit tout ce qui va être crunch, tout ce qui va être pédalo, tout ce qui va être twist, tout ce qui va être un petit peu comme ça, là, fermé un peu à ce niveau-là, qui sont du coup des abdominaux plutôt superficiels. On va plutôt avoir tendance à faire travailler le grand droit, un petit peu les obliques, mais qui sont des abdos qui sont assez superficiels, qui effectivement, esthétiquement, quand on n'a pas de masse grasse au niveau du ventre, c'est ce qu'on voit, mais qui en termes de fonctionnalité et en termes de santé, servent pas à grand chose. C'est pas les plus importants. Les abdominaux les plus importants, ça va être les abdominaux profonds, donc le transverse, les abdominaux qui sont vraiment les plus proches de vos organes. Ces abdominaux-là, pour les faire travailler, il faut vraiment avoir une intention. C'est-à-dire que si vous vous mettez juste dans une position et que vous ne vous concentrez pas sur ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas forcément les engager. Donc pour les faire travailler au quotidien, vu que ce sont des muscles posturaux, ça va être autograndissement. Toujours avoir le dos bien droit, être assis sur les ischions, les os qui sont sous les fesses et pas sur l'arrière de la fesse, et chercher tout le temps l'autograndissement. Ça va être très important dans un premier temps. Ensuite, quand vous faites du travail d'abdominaux, essayez toujours de garder cet autograndissement, même quand vous êtes allongé sur le tapis. Gardez l'autograndissement, le dos bien droit, la nuque bien étirée, et ensuite, va falloir mettre une intention sur la façon dont vous faites vos abdominaux. Donc moi je le couple avec la respiration, et donc du coup ça va être inspiration, je vais plutôt avoir tendance à relâcher mes abdominaux et relâcher mon plancher pelvien, et à l'expiration je vais avoir tendance à resserrer mes abdominaux, les aspirer vers l'intérieur et engager mon plancher pelvien. Donc en termes de visualisation, vous pouvez imaginer par exemple que vous êtes allongé, le dos à plat, et vous essayez de fermer un jean qui monte très haut, qui est trop serré. Un jean qui est trop petit, vous avez un zip et vous essayez de remonter le zip pour fermer ce jean qui est très serré en gardant votre dos bien allongé, bien droit. Cette sensation de zip, de ventre, là, qu'on aspire et qu'on vient gainer de l'intérieur, et bien ça, du coup, c'est l'engagement de votre transverse. Et donc, au début, on peut avoir du mal à le sentir si on n'a pas l'habitude, et plus, en fait, vous allez vraiment faire ce travail d'aspiration du plancher pelvien et d'aspiration du transverse, et plus vous allez sentir que ça chauffe à l'intérieur. À ne pas confondre avec la rétroversion du bassin, d'accord? Quand on rentre le ventre, quand on rentre le nombril et qu'on bouge les hanches, ça c'est une rétroversion du bassin, d'accord? C'est pas des abdominaux. Moi, ce que je vous parle, c'est d'une contraction du transverse en bassin neutre et en dos droit, donc autograndissement, et j'aspire le ventre de l'intérieur, en même temps j'expire et j'essaye de sentir mes abdominaux à l'intérieur qui vont tendance à s'aspirer, de préférence vers le haut, parce qu'on cherche toujours l'aspiration du plancher pelvien et non pas pousser dessus, donc surtout pas pousser vers le bas. Donc quand vous faites des abdominaux, gardez ça en tête, toujours, d'aspirer bien le ventre, d'expirer pendant l'effort comme je vous en parlais au début de la vidéo, et de ne surtout pas pousser. Faites bien attention, quand on fait des abdominaux et qu'on n'engage pas le transverse, le ventre il ressort. Donc vous pouvez faire chez vous, vous allongez sur le dos, vous ramenez les épaules vers les genoux, et là, du coup, vous allez avoir le ventre qui va sortir, qui va faire un cône, donc les abdos sortent. Et ça, c'est mauvais parce qu'en fait, on vient créer beaucoup de pression intra-abdominale, on vient pas engager le transverse, et en plus de ça, on appuie sur le périnée, sur le plancher pelvien. Donc c'est vraiment pas top. C'est pas vraiment comme le stomach vacuum. Le stomach vacuum, c'est parce que le stomach vacuum, on est en apnée. Alors c'est un peu comme le début du stomach vacuum, c'est-à-dire j'inspire dans les côtes, j'expire, j'engage,
Et donc là, oui, ça c'est ok. Le stomach vacuum, après, il y a l'apnée et on réaspire le nombril sous les côtes. Et ça, non. Parce que moi, je veux pas d'apnée dans mes exercices. Je veux toujours une respiration continue, inspiration, expiration. Donc c'est vraiment juste la première partie du stomach vacuum de j'aspire mon transverse, j'engage bien mon plancher pelvien. Et quand je fais des abdominaux, j'essaye de garder mon dos droit, mon autograndissement. Et donc, je fais des abdominaux en maintenant engagé mon transverse. Et là, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, j'espère que ça répond à la question entre la différence entre ventre plat et abdominaux. Mais en gros, ne faites pas d'abdominaux si vos abdominaux, quand vous les faites, ils sortent. Ça veut dire que vous les faites soit mal, ou alors que c'est pas un abdominaux qui est bon pour vous, soit parce que c'est pas le bon niveau, etc. Donc, vos abdominaux, quand vous les faites, ça doit chauffer, bien sûr, mais ça doit pas faire sortir votre ventre. Vous devez garder au maximum votre ventre aspiré pour que le transverse soit engagé. Et une fois que le transverse est engagé, là c'est intéressant de faire travailler les obliques, de faire travailler le grand droit, mais à condition que le transverse soit engagé. On ne fait pas dans l'autre sens. On ne fait pas des exos avec le grand droit, avec le ventre qui ressort et du coup le transverse qui est relâché. J'espère que ça vous parle. En tout cas, j'ai des vidéos dans mes IGTV d'abdominaux avec balles, justement, où on travaille sur la respiration. Donc n'hésitez pas à faire cette séance-là. Ça vous donnera une petite idée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vérifie vite fait que j'ai pas loupé de questions. Hop là, tac tac tac. Ça coupe chez certaines personnes. J'espère que vous pourrez le voir J'espère que vous pourrez le revoir en replay, que ça coupera pas sur le replay. Alors du coup, abdos tous les jours, 30 minutes, c'est ok. Oui, à condition de bien les faire, il n'y a pas de souci. Tac tac tac. Quand on fait des abdos profonds, ça me fait mal au dos. Pourquoi? Parce que ouais, ça arrive souvent au début. Parce qu'en fait, quand on fait des abdos profonds, on travaille les muscles posturaux d'ordre général. Donc du coup, qui dit muscles posturaux dit aussi les muscles du dos. Donc si tu as les abdominaux, surtout le transverse, qui n'est pas encore hyper tonique, qui a besoin de travailler, ça se peut vraiment que quand tu fais tes exos de respiration, d'autograndissement, tu sentes aussi le dos qui travaille. Fais bien attention à tes alignements. Toujours pense autograndissement, dos bien droit. Et puis petit à petit, normalement, ça te fera de moins en moins mal au dos. Mais ça vient du fait que les abdos profonds, c'est pas uniquement les abdos, c'est vraiment l'ensemble des muscles posturaux. Donc les muscles dorsaux travaillent aussi. Donc cherchez l'autograndissement. Hop là. Tac, tac, tac. Alors mes explications vous parlent, c'est super. Alors la connexion coupe un peu, je suis désolée, je sais pas d'où ça vient, donc j'espère que sur le replay vous verrez bien tout mes conseils. On peut garder le ventre rentré en marchant, oui, à condition de respirer. Oui. Tac, merci de rien, ça fait plaisir, je suis contente que mes explications vous parlent. Alors, dimanche dernier, tu disais que tu venais en France. Oui, je rentre en France au mois d'août et je suis en train de regarder pour organiser un séjour, soit un week-end, soit une semaine. Je suis en train de regarder plusieurs options pour organiser donc un petit séjour sport, bien-être, nutrition en France. Donc, je suis en train de regarder tout ça. Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore de plan parce que je suis en train de créer le plan. Donc je regarde aussi avec les conditions Covid et tout ça pour pas que ce soit compliqué et pas avoir à annuler au dernier moment. Donc je suis en train de regarder tout ça. Ça fait partie de mes projets pour les années qui arrivent. Vu que je suis de plus en plus en ligne et que donc entre mes programmes et mes studios, je suis de plus en plus en virtuel et que j'aime quand même garder le contact avec les gens, je vais en fait organiser de plus en plus des sortes de retreats ou des week-ends ou des semaines sport, nutrition, bien-être. Donc en France, puis aussi en Californie, ce sera l'occasion de venir me voir ici aussi. Mais voilà, c'est un projet, donc je vous en parle bien sûr parce que je sais que je vais le faire, mais je n'ai aucune idée de quand exactement, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Donc je vais mener à bien sans aucun doute, ça va arriver. Pourquoi être partie vivre en Californie? J'ai un live, j'avais fait un live spécial sur mon expatriation, parce que je suis devenue américaine il y a quelques semaines. J'avais fait un live où j'avais expliqué tout mon parcours depuis Tours en France jusqu'à la Californie. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage du coup à aller voir ce live-là. Voilà, je suis contente que mes projets de séjour en France vous plaisent. Je vous en dirai plus bientôt.
Alors, pour le stomach vacuum le matin à jeun pour réduire le périmètre abdos, c'est ok. Oui, mais quel intérêt de réduire le périmètre des abdos le matin à jeun? J'avais fait une vidéo sur le stomach vacuum, donc je te conseille d'aller le voir, je donne des conseils dessus. Alors, petit e-book. Je vous ai dit que je tirais au sort, je tire au sort toutes les semaines un ou une gagnante pour mon e-book. Donc je vais faire le tirage au sort tout de suite. Tac, 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 stop. Et donc je tire au sort Fanny. Alors le mot de passe, enfin l'identifiant c'est Fanny. Je ne sais pas comment prononcer, donc je vais épeler Kaczmarek. Je veux pas mal prononcer, donc Fanny, donc tu gagnes mon e-book, donc envoie-moi par message privé ton adresse email et je te l'envoie. Félicitations, j'espère que tu seras contente de le recevoir. Si jamais tu l'as déjà, tu me donnes l'adresse email de quelqu'un à qui tu veux l'offrir et donc cette personne le recevra. Voilà les amis, merci encore d'avoir été très actifs aujourd'hui et très nombreux. Ça fait toujours très plaisir de vous voir, j'adore ce rendez-vous du dimanche, c'est vraiment top. Donc merci. Et puis, ah oui, j'ai une info à vous partager aussi avant de quitter, mais vous avez dû le voir dans mes stories. Je fais une conférence gratuite, justement une conférence sur un chapitre du e-book qui est le chapitre nutrition. Donc du coup, je fais une conférence gratuite sur le sujet. Donc si vous avez le e-book, je vous conseille de l'avoir parce que voilà, mais l'achat du e-book n'est pas obligatoire. Je voulais vraiment rendre cette conférence gratuite et accessible à tout le monde. Donc bien sûr, si vous pouvez avoir le e-book et assister à la conférence, ce sera encore mieux. Mais si vous n'avez pas le e-book, n'hésitez pas quand même à vous inscrire à la conférence et à participer à cette conférence donc, qui aura lieu sur Zoom. Vous avez toutes les informations dans ma biographie sur Instagram, donc il y a tous mes petits liens. Vous avez le lien de cette conférence nutrition. Je vous l'ai aussi mise en story et je vous la repartagerai en story. Et pour récupérer le e-book, du coup, vous pouvez l'acheter directement sur mon site internet. Donc pareil, le lien est dans ma biographie. Vous avez aussi tous les liens si vous voulez acheter mon e-book. Voilà les amis, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!